l'argent. Maintenant, il faut rembourser ce qu'ils ont dépensé. Oui, comme vous dites. C'est bon. Bon. Nida. Liliane, tu vas pouvoir poser ta question. Voilà. Donc voilà, Sigmund Wingold, est-ce que vous voulez bien nous raconter votre arrivée en France? Oui, je pourrais vous raconter. Bon, j'avais, à cette époque-là, j'avais 12 ans. Hein. Ma famille était obligée de se réfugier en 1933 parce que mon père a été menacé de mort. Oui, c'est peut-être difficile à vous expliquer pour comment il était menacé de mort parce que mon père était tailleur. Il était tailleur. Mais à un moment, il était au chômage. À ce moment-là, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne. Oui. Et puis, je me rappelle même faire la queue devant pour pointer pour son chômage. Alors, il a trouvé la solution, il s'est mis à son compte, il a loué une petite boutique dans les environs de Francfort. Et il faisait des offres de travailler à crédit pour les clients. Parce que pour attirer des clients, il fallait faire du crédit parce que c'était la crise. C'était la crise en Allemagne, oui, à cette époque-là aussi. Alors, il y avait beaucoup de clients, et lui devait beaucoup d'argent. Et quand Hitler est revenu au pouvoir, ils ont profité de cette occasion. Voilà, sale juif, si tu réclames ton pognon, on te coupe la tête. Alors on lui a barbouillé son magasin, sale juif, etc. Ma mère était affolée et dit, tu ne retourneras jamais dans ta boutique, ils vont te massacrer. Alors il a eu la solution de partir en France. Alors il est parti en France et puis il n'avait pas le temps de prendre un visa. Et évidemment, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Il avait donc eu un refus de séjour avec mention indésirable. Voilà. C'est pour ça que j'avais nommé mon livre Indésirable. Et alors, nous, on a suivi un peu plus tard, on le rejoint ici à Paris. Paris, vous savez, c'était pas facile. Mon père avait refusé de séjour et nous, on avait reçu des permis de séjour de 6 mois. Voilà. Alors, c'était déjà un plus, mais on n'avait pas le droit de travailler. Il fallait un droit à une carte de travail pour les étrangers, à cette époque-là, comme aujourd'hui pour les sans-papiers. Alors, on avait à peu près comme les sans-papiers. On a travaillé au noir, on a fait... fallait vivre, voilà. Plus tard, ma mère a eu l'idée de créer, elle était une bonne cuisinière, elle était bonne cuisinière. Elle a eu l'idée de créer un restaurant. Comme ça, elle pouvait embaucher tous les enfants et travailler ensemble. Et puis, on a réussi d'avoir un restaurant et on a eu un assez grand succès parce qu'elle a fait la cuisine juive
Et puis, on habitait dans le quartier, dans le 10e arrondissement, où il y avait beaucoup d'immigrés et qui travaillaient là-bas. Et ils ont trouvé quelque chose qui l'a rappelé la cuisine juive. Et puis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est grâce à cet restaurant, vous avez lu le livre de mon frère qui a trouvé la solution de pouvoir échapper à la Gestapo en traversant une cour pour sortir de l'autre côté. Et c'est grâce à cet restaurant, il a connu ce chemin-là, il a créé cette histoire-là. Bien, on pourra écouter. Alors, notre vie à Paris. Mes frères, ils étaient déjà trouvé des relations parmi les réfugiés allemands. Et ils ont créé une association, qui s'appelait FTO, Jeunesse Libre Allemand. Jeunesse Libre Allemand, ils avaient leur siège rue à côté du Follet-Bercher. Je ne me rappelle pas très bien la rue. Bon. Alors, dans cette machin, ils ont rencontré pas mal d'immigrés. Nous avons même eu Brecht qui est venu dans cette locale pour faire ses créations avec une équipe voilà. Bien, nous avons vécu comme ça jusqu'en 1939. 1939, mon père il a créé, grâce à son talent de tailleur, comme il avait voulu faire travailler tous ses enfants, qui s'étaient pas très doués pour le tailleur, il a trouvé une solution. Il est devenu chapelier. Il avait un atelier de chapellerie. Voilà. Et puis, 1939, voilà, la guerre s'est déclarée. Mes 3 frères ont été internés. Moi, je suis resté avec mes parents parce que j'ai eu la chance, sur mes papiers, la préfecture m'a mis dessus polonais. Parce que mes parents, ils étaient d'origine polonaise. Et voilà. Et bon, bien, je suis resté comme ça. J'ai été même appelé à être mobilisé dans l'armée polonaise qui était ici en France. Hein, et arrivé, arrivé en 1940, la situation a changé. L'invasion de l'armée allemande dans la France, d'abord la Belgique et la Hollande, enfin vous connaissez toute l'histoire. Et puis, nous sommes partis sur la route comme pour essayer d'échapper, mais ça n'a rien servi. Nous avons été dépassés par les Allemands, et puis nous voilà à l'occupation.
l'occupation, je suis retourné avec mon père. J'ai perdu une partie de la famille, on les a sémés, qui sont partis tout à fait vers le sud. Et puis on ne savait pas où est-ce qu'ils sont passés, mais enfin, je suis revenu. En revenant vers Paris, je traînais un petit peu dans la rue et puis je brusquement rencontré un groupe de jeunes communistes du 10e arrondissement. Et je me suis engagé avec eux. Je me suis engagé. Comme bon, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais fait pas très bien sur l'illégalité. Je avais un peu confiance avec mes camarades. Je leur ai donné mon nom et mon adresse. Malheureusement, il y a eu des arrestations. Et puis, il y en a qui a mangé le morceau. Et puis, j'étais arrêté. J'étais arrêté. Je ne veux pas vous raconter tout ça, ça sera trop long. Je l'ai écrit dans ce livre-là. Voilà. Eh bien, j'étais condamné. J'étais condamné à 6 mois de prison. Parce que, entre-temps, je l'ai dit dans mon livre, j'ai rencontré, comment il s'appelait? Henri Boivin. Voilà. Écrivain. Alors, bien, et puis 6 mois de prison. J'avais mon frère Peter qui est revenu de l'internement et à Paris. Il a essayé de trouver un avocat pour me défendre. Et cet avocat, il m'a défendu sur une base que j'avais une histoire amoureuse, parce que parmi notre groupe, il y avait une jeune fille parmi elles. Alors, il a réussi à me faire acquitter. J'étais sorti de la prison, mais à la sortie de la prison, j'étais attendu par 2 inspecteurs et ils m'ont emmené à la caserne de Lila. À la caserne de Lila, je suis resté là-bas pendant près de 6 mois. Et puis j'étais malade. Mais j'avais une relation avec un ami que je faisais connaissance avant la guerre. Et cet ami, il m'a pris un petit peu comme son fils. Et il a essayé de me défendre de tous côtés. C'était un ancien poilu de 1914. Il avait écrit, je ne sais pas comment, il avait écrit à Pétain pour pouvoir me livrer. Et alors, question de chance, le 1er mai, c'était au début du mois de mai. Au début du mois de mai, ils m'ont libéré. Bon, tout en libérant, je suis retourné à la préfecture, à la section de oui. Et puis j'ai reçu un récépissé que je devais me présenter tous les 15 jours à la préfecture pour me prolonger. Bien, comme ça, j'avais que pendant ce temps-là, mes frères se sont organisés.
mon frère, il a créé, retrouvé des anciens copains de son organisation et se sont créés une sorte de résistance. Après comment moi je suis sorti de la prison, je suis resté un petit peu tranquille parce que étant libre, j'étais continuellement surveillé. J'étais continuellement surveillé. C'est-à-dire de la préfecture, ils ont essayé, à travers de ma libération, de se trouver d'autres raisons. Ils m'ont même proposé d'aller travailler pour eux. Ils m'ont donné des indications. Il y avait des résistances, comment ça s'appelle, non communistes, mais ceux qui sont pour Israël, les... Bouddhiste. Voilà. Sioniste. Voilà. Et bon, ben, je me suis un peu resté tranquille. Moi, je suis tranquille, bon, ben, je trouvais mes frères, ils se sont organisés, ils se sont leur premier responsable qui était dans la MOI, c'était, je vais vous le dire, c'est pour ça que j'ai pris des documents pour pouvoir mieux parler, parce que, bon, mon mémoire, il fait des défauts. vous pouvez, vous êtes aperçu certainement. Oh, Voilà. non, tout va bien. Alors, c'était... Libergal. Libergal aussi. Je peux perdre de temps. Attendez, vous allez m'aider à le retrouver. C'était celui-là qui avait un procès Et à Arthur Libergal. Lindon. hein, Arthur Lindon. London. Arthur London. Oui. Arthur London était notre premier responsable de notre groupe. Notre groupe, je dis notre groupe, je n'étais pas encore engagé. Et bon, il est arrivé 1942, juillet 42, ça vous dit quelque chose, oui? Eh bien, nous avons été avertis de la préparation du grand rafle. On habitait dans la rue d'Hauteville. C'était le quartier des fourreurs. Il y avait beaucoup de fourreurs dans ce quartier-là. Et alors, nous avons essayé le plus possible pour les avertir pour la rafle. Nous avons donc essayé le plus possible. Et, mais moi, déjà avant le rafle, plus de 8 jours avant le rafle, je me suis réfugié chez mon ami Boivin, qui a fait beaucoup de démarches pour me libérer. Et et mes parents ont eu la chance. C'était le mois de juillet, il y avait un locataire dans l'immeuble où ils habitaient qui était parti en vacances et son appartement était donc libre et la gardienne, elle a confié les clés à mes parents dans la nuit du grand rafle.
ils se sont réfugiés dans cet appartement. Ils sont venus le chercher, heureusement, ils n'étaient pas. Alors, mon frère, Peter, il a fait tout pour essayer de les héberger quelque part. Alors, il les a hébergés chez lui. C'est-à-dire, Peter, il a eu l'idée de ne pas se déclarer comme juif. Alors, il n'avait pas le papier sur ses papiers, hein, le tampon juif. Alors, il avait encore pouvoir se circuler. Alors, il a pu récupérer mes parents. Et malheureusement, il y a un de mes frères, et c'était Léon, qui était un de nos intellectuels de la famille. et mon frère Peter, lui a confié ses papiers. Il dit, sur mon papier, il n'y a pas de juif dessus, tu circules avec ça. Et il lui a indiqué une planque où il avait habité avant. Planqué, parce qu'il a quitté son domicile par sécurité pour éviter se faire prendre. Et alors, malheureusement, le locataire de cet appartement était pris, et puis les flics sont venus faire une perquisition dans cet appartement, et mon frère était dedans. Il avait mon adresse. Avant d'ouvrir la porte, il a avalé mon adresse. Et puis, cette chance-là que j'avais. Et il s'est fait prendre. Et il a été malheureusement déporté. Et il n'est pas revenu. J'ai une autre, ma sœur aînée, qui était jumeau avec mon frère aîné, David. Elle s'est fait prendre aussi. Elle a été déportée. Elle n'est pas revenue. Elle avait 2 enfants. Les 2 enfants, nous les avons sauvés. Et voilà. Alors moi, pour l'engagement dans le groupe, le groupe du travail allemand. Oui, le travail allemand, TA. J'étais donc en illégalité. Oui, entre-temps, on a trouvé une planque pour mes parents. C'était mon ami avec une autre amie. Ils ont trouvé un petit pavillon à peu près à 60 km de Paris, Mériel-sur-Loise. Mériel-sur-Loise, mes parents ont pu planquer dans cette pavillon. Et moi, je l'ai suivi. À partir de là, en 1943, oui, je me suis engagé dans leur groupe. Le groupe, moi j'ai été convoqué par un camarade qui m'a, par précaution, hein, quand même savoir comment j'ai pu m'échapper. Enfin, j'étais quand même... ouais. Enfin, notre rôle dans le théâtre.
c'était avec des faux papiers, et j'ai reçu des faux papiers. Je me suis appelé François Gauthier, né à Nevers. Et c'était pas très bon, parce que j'avais quand même un accent un peu germanique. J'étais pas très assuré avec ce papier-là. Mais enfin, j'avais pas d'autre choix. J'ai continué avec ce papier. Alors, mon rôle était me présenter chez les Allemands en tant que m'engager en tant qu'interprète. Interprète, voilà. Alors, j'ai eu la chance déjà. Mon frère aîné, David, il était déjà placé euh, dans une place allemande. Et il a attendu, c'est l'allemand. Les Allemands, pendant la guerre, c'était les grands seigneurs. Hein, ils ont occupé toute l'Europe et il n'avait pas de problème. Il avait seulement le problème, il disait, parce qu'ils ont mobilisé toute toute leur personne masculine, pour remplacer l'agriculture qui était un peu négligée, ils se sont dit, tiens, la France, c'est un beau pays et ils peuvent servir pour la nourriture de l'Allemagne. Et alors, ils ont créé des organisations agricoles. Ils ont pris beaucoup de grandes fermes, des grandes fermes qui ont été abandonnées pendant l'exode en 1940. Et ils ont créé autrement. Notre rôle était, on était au service d'un officier, qu'on appelait Sonderführer. Sonderführer. Il s'était cherché à contrôler les fermes français pour qu'eux, ils fournissent leur récolte à l'Allemagne. Et dans cette organisation, nous avons pu recueillir des renseignements assez importants. Et puis après aussi, nous avons essayé de prendre contact avec certains soldats allemands qui sont peut-être qui ne sont pas des nazis. On cherchait des... Au début, mon frère Peter, il a raconté au début de cette organisation, nous avons très peu de succès. Très peu de succès. Pourquoi? L'Allemagne était victorieuse partout. Il passait partout. La France était conquise en 3 semaines. Et puis voilà. Et justement, pendant l'exode, là, et j'ai rencontré, j'étais dans une ferme cachée. On n'était pas cachés à cette époque-là, mais il y a la troupe allemande qui est rentrée dans cette même ferme et puis se sont installés. Et alors j'ai eu contact avec un soldat allemand qui était cherché à faire la cuisine. Alors je parlais avec lui, il était tout
enthousiasmé. Il m'a dit, écoute, d'ici une quinzaine de jours, on serait en Angleterre. Ils avaient un moral de tonnerre. Hein? Ils sont partis pour conquérir le monde. Hein? Et c'était prêt à conquérir le monde. Tellement le succès. Hein? Sont même ceux qui ne croyaient pas à Hitler, ils avaient trouvé en lui un génial, un génie. Et voilà, et c'est pour ça que nous n'avons pas eu de succès, je pourrais dire, l'Allemagne. Mais c'était notre succès, c'était après Stalingrad. La chose a complètement changé. J'étais dans une ferme avec un officier qui gérait cette ferme-là. Et il avait 600 hectares à gérer. 600 hectares de terrain. Et là, c'était un ancien qui était à Stalingrad. Il était blessé, il était hors service. Alors ils l'ont placé comme ça, dans des services comme ça. C'était un nazi un peu enchaîné. Alors il m'a raconté comment c'est terrible, il m'a dit, en Russie. On était en Russie, on n'était jamais tranquille. On regardait par-ci et regardait par-là. On tirait par gauche, on tirait à droite, mais ils étaient toujours là. Ils nous tiraient dessus de tous les côtés. Alors, pour vous dire l'importance du peuple russe pour vaincre l'Allemagne. Il n'y avait qu'eux qui étaient capables de les maintenir. Et il faut être, comment on dit, il faut être, oui, il faut, Intégrer, reconnaître. oui, oui, ça va bien, ça va bien. Voilà, alors, pendant le service, j'ai beaucoup de renseignements. Et puis, je prenais ils avaient donc, prenaient leur adresse, leur nom et tout ça. Je communiquais avec mon frère, lui qui a imprimé les journaux pour les Allemands, pour les dire que Hitler les conduit au désastre et les ont encouragés de déserter et de venir se battre avec nous. Et puis, c'est comme ça, ils avaient des adresses qui les envoyaient. J'ai assisté à une réception du tract que mon frère avait établi. Comment il reçoit? Alors l'officier, il reçoit l'enveloppe, il l'ouvre. Il dit, c'est encore du propagande de Moscou qui est là-dedans. Il retourne, il regarde dans tous les côtés, il ouvre son tiroir, il le glisse dedans, parce qu'il y avait un autre qui est arrivé. C'était le courage des Allemands. C'est comme ça. C'est le courage des Allemands. Il n'avait pas confiance d'un l'un à l'autre.
Et là, c'était la terreur. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu l'expérience. Vous parliez allemand à la maison, vous parliez allemand? Oui, on parlait allemand. C'est-à-dire, avec mes parents, on parlait allemand, à moitié yiddish, à moitié allemand. C'est pas très... mais je connaissais encore bien l'allemand quand j'étais engagé. Oui. Donc vous pouviez parler avec les soldats Avec les allemands. soldats, et je sais pas... Ils pensaient que vous étiez allemand? Ouais, Les voilà, soldats pensaient ouais, que vous étiez allemand? Voilà. Oui. Alors, j'avais quand même... j'avais énormément de chance, je ne sais pas comment. On dit toujours la chance est pour les crapules. Et je me demande si j'étais pas une crapule. J'étais avec vers la fin, avec un officier qui n'était pas nazi, non, il en avait marre de la guerre. Il avait un peu marre de la guerre, il m'a dit ça. Il reçoit, j'étais déjà après le débarquement en Normandie. Hein. À cette époque-là, la situation a retourné tout. La défaite à Stalingrad, le débarquement en Normandie, et tout ça. Il a reçu un appel qui devait se présenter pour partir au front. Alors là, il était fou. Il a dit, ah, das ist alles Scheiße. Tout ça, c'est de la merde. Hein? Ça ne servira à rien. Ça a commencé à râler. Ça a commencé seulement à râler. Quand ça se prend à leur tour. Eh bien, voilà, c'est comme ça le moral. Avec lui, j'ai eu la chance, parce qu'il était un peu feignant sur les bords. On faisait des tournées pour visiter les cultivateurs français. Quelquefois, il fallait les récupérer leur matériel pour construire des champs d'aviation. Il fallait... bon, à cette époque-là, je commençais aussi sortir de mes réserves. Je veux vous dire pour une chose, pourquoi que j'ai eu quelques réserves pendant mon activité. Entre-temps, je rencontrais mon frère qui sortait de la main de la Gestapo. Il m'a raconté les tortures et tout ça qu'il a eu subir. Eh bien, j'avais peur de tomber dans les mains. Est-ce que moi, je pourrais résister à la torture? J'avais... ça m'a hanté. Est-ce que je pourrais résister à la torture? Ça, parce que j'avais toute la famille sur mon dos, hein, derrière moi. J'avais plus que ça, parce que la Planque est devenue le quartier général de la TA à la fin de la guerre. Parce que le successeur à Arthur London, il s'appelle... Otto Libergal. Oui. Alors, lui, il était pas loin il a loué pas loin de chez nous un pavillon. Et ma sœur, Fanny, était sa secrétaire.
Et, et malheureusement, il était à côté d'un pont et les Américains sont venus les bombarder. Ils ont tout détruit sauf le pont. Alors il y a une bombe qui est tombée sur sa maison. Et il avait pas d'autre solution que venir dans la planque où mes parents étaient. Alors c'est là qu'il y avait le PC de notre organisation. Voilà. Alors ici, voilà, dans ce livre, vous allez trouver une image du groupe TA, qui était... non, je veux vous montrer une photo un peu plus claire. Voilà. Voilà, le groupe de TA, c'est ça. Je vais vous montrer une photo un peu plus... ça sera intéressant de le montrer. Je peux le récupérer, cette photo, dans une exposition. Et on connaît les noms des personnes qui se trouvent ici. Voilà. Vous connaissez les personnes qui Vous sont... connaissez des gens? Voilà. Tu reconnais des gens Vous reconnaissez de des gens? Il y a Bergame, je il y a reconnais. sa sœur qui est Oui, sous- ma sœur. Et il y avait une camarade qui était très connue comme écrivain. C'était lui. Voilà. Niebergal, Otto Niebergal. C'était lui le remplaçant. C'était un ancien mineur. Il était député communiste de Sarre quand les Allemands ils ont adopté le Hitler. Il a adopté la Sarre. Ils l'ont pris, ils l'ont cassé les côtes. Il a été échangé avec un espion un espion allemand en Union soviétique. Et ils l'ont emmené ils l'ont soigné là-bas. Et il est reparti pour la guerre en Espagne. Et parmi nous, nos camarades, il y avait nombreux des anciens combattants de l'Espagne. Il y avait beaucoup de... il y avait Arthur London. Arthur London et puis d'autres. Et j'ai un camarade ici qu'il faudrait que je rappelle. Il s'appelait... on l'appelait Théo Krolicek. On en parle. Hein? On en parle. Hein? Oui. C'était un gars qui est un peintre. Oui. Oui. C'était un peintre de peinture, il faisait la peinture à Hambourg. Il a déserté l'aviation allemande qui était mobilisée
il est parti avec un camarade qui était communiste, et il est parti en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, il est parti de Tchécoslovaquie. Il s'est engagé pour l'Espagne. Il était avec un groupe espagnol. Et puis, après la défaite, il est venu en France et il était recueilli par une famille juive. Alors, lui, il parlait mieux le yiddish que moi. Et c'était un garçon magnifique. Il était très humble, mais alors il avait un courage énorme. Il a participé à des actions formidables. Il a... Oui, je vais vous montrer quelque chose sur là. Voilà, il avait... On va faire le temps. Ah. Voilà, j'ai autonomie Bégal ici. Autonomie Bégal, c'était lui. Et Arthur Landon. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment le travail allemand s'est formé. Vous avez parlé des brigades internationales. Et je voudrais savoir quel était le lien entre ce travail allemand et la résistance française. Comment ça se Oui, passait? parce que nous avons été, travail allemand, nous avons été liés à la MOI. Ah oui, c'était une section de la MOI. Notre spécialité, c'était ce travail qu'on a fait. Nous avons, on nous appelait les taupes. Les taupes. Vous savez, il y a un livre qui est sorti comment ça s'appelle? Gilles Perrault. Ouais. Il s'appelle comment? Les taupes. Les taupes. Ça s'appelle Taupe rouge contre SS. De Gilles Perrault. Ah, De Gilles Perrault. Asseyez-vous. Ouais. Prenez votre place, exactement. Et alors, à votre avis, est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs dans le travail allemand? Ah, oui. Oh, nous avons beaucoup de juifs parmi nous. C'était mélangé, mais enfin, une grande partie était d'origine juive. Oui. Évidemment, nous avons perdu aussi beaucoup de camarades qui se sont fait prendre. Par exemple, il y a Rubinstein, hein, qui, ils ont été déportés à Mauthausen. Comment il s'appelle aussi, plusieurs camarades qui ont été pris, déportés. Vous avez parlé d'un travail d'interprète. Oui. Alors, quel était votre travail d'interprète? Mon travail interprète, c'est-à-dire les Allemands, ils ne savaient pas le français, et puis quand on allait visiter les fermes françaises, il fallait que je interprète les conversations entre eux et les cultivateurs. Ouais.
Alors, justement, avec mon dernier, j'avais une chance. Il était un peu feignant sur les bords. Et pour faire la tournée, il m'a procuré un vélo et dit, toi, tu vas aller chez lui, et chez lui, il m'a donné une liste de ceux que je t'avais visités, et j'allais tout seul. J'allais tout seul là-bas. Bon, il fallait faire des chasses pour les dorifores, parce que il y a un moment, les Anglais avaient une idée, ils ont lancé avec les avions des produits pour reproduire des dorifores, des dorifores. Parce que c'est très important pour les Allemands, les patates. Ah oui, avec Oui, la mais patate. on les appelait les dorifores, Voilà, d'ailleurs, les dorifores, soldats allemands. voilà. Alors les Allemands, il fallait contrecarrer ce produit. Ils ont trouvé des produits pour insecticides pour détruire les dorifores. Alors il fallait que je contrôle que les cultivateurs ils s'emploient bien, que ça, tout ça. Alors c'était mon travail. Pendant ce cas-là, j'arrive là-bas, on m'a appelé général Dorifort. J'ai fait connaissance avec les cultivateurs, ils m'ont reçu un petit peu, et puis j'ai pris un peu d'amitié avec eux. Et ils savaient très bien que je n'étais pas du côté des Allemands. Alors, je leur ai donné des conseils, par exemple. C'était déjà après le débarquement. Oui, je me suis lancé à tout Père 5. Je dis, si jamais ils viennent vous chercher vos votre matériel pour les tracteurs et tout ça, eh bien, vous savez, on peut avoir des pannes, on peut démonter quelque chose, on peut, pour éviter que ce soit... je fais un travail comme ça. Qu'est-ce que je pouvais faire, hein? Alors, pendant... On va te poser une question. Mais lorsque les cultivateurs français vous voyaient avec des soldats allemands, est-ce qu'ils pensaient que vous étiez avec les Allemands? Oui. Justement, dans mon livre, j'ai expliqué un petit peu. Voilà. Quand il y avait le grand rafle, c'était l'été. On est parti avec une petite valise, on avait pratiquement que des habits comme ça. Alors mon père, comme il était tailleur, il a trouvé un morceau de tissu, bon. Il m'a confectionné un tissu, mais ce tissu était en couleur vert, Et alors je me suis promené avec un couleur vert comme ça. Les Français ou même les Allemands, ils m'ont pris pour un Allemand. Je vous dis, j'ai eu ces chances-là, parce que j'avais que de vieux francs, un peu. Mon père, quand je suis rentré, de temps en temps, je suis retourné, j'étais dans la Somme, hein. Je suis retourné chez mes parents pendant ce temps-là. Je leur ai apporté des aliments, j'ai acheté un peu de beurre, un peu de volaille et tout ça. Il fallait bien nourrir, il fallait bien vivre aussi. Hein. Là,
Voilà, bien. Et lorsque vous alliez vous embaucher comme interprète, Oui, il y avait un entretien d'embauche. Vous aviez une carte d'identité française. oui, oui. Est-ce que ceux qui vous recevaient n'étaient pas étonnés que vous parliez aussi bien le... Écoutez, c'est justement, c'était un peu difficile. Justement, je me suis méfié. J'ai essayé des fois de parler l'allemand d'un mauvais allemand. Je voulais éviter. J'étais assis, je mangeais avec le personnel. Il y avait aussi des personnels qui étaient allemands. Et il y avait une jeune femme une Française. Alors, bon, le repas, tout à coup, elle pose la question. Elle dit, comment qui sont les Juifs? Alors, ça m'a un peu froid dans le dos. Alors, elle m'a pas posé la question, elle a posé la question à mon chef. Alors, le juif, lui, elle pouvait expliquer le juif. Bon, il a expliqué comment on dessine un juif avec les grands ongles, hein, avec un long nez courbé, avec des grandes oreilles. Et enfin, le monstre, comment ils ont montré dans les expositions, hein, comment c'est comme ça qu'il a expliqué. Qu'est-ce que voulez-vous que je dise? Et vous avez été arrêté en 1944 Oui, en 1944. à Toulouse. J'étais pas arrêté en 44. En 40. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. D'accord. C'est Léo. C'est votre frère. Mon frère, oui. Oui. Il était arrêté en 1942, en 41, pendant la grande. Oui. Et il était arrêté. Mais à Toulouse, en cause de Toulouse. De Toulouse, ah oui, oui. Léo, comment il s'appelait? Léon Guérard. Oui. Léon Guérard, oui, Alors, oui. qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, racontez-nous Léon ça. Guérard, il était dans... Parce que il y a pas seulement à Paris, notre groupe était un peu répandu dans toute la France. Vous avez ici un petit livre, et c'était le livre des ceux qui ont été dans le Midi, dans le sud de la France, un peu repartis, un peu partout. Hein. Nous avons été en une entre 1000 adhérents. Adhérents, à ce moment-là, il n'y a pas d'adhérents. Hein. Et on était tous en illégalité, on a travaillé comme voilà. Oui, vous avez un... Tu veux un verre d'eau? Un verre d'eau, oh, c'est bien, oui. Enfin, je parlais. Est-ce que... C'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Non, on a fait le tour. Oui, à peu près, je peux vous en parler beaucoup de choses. On avait, par exemple, ça c'est un manuscrit que j'avais fait au début de mon livre. Alors, il y a beaucoup de fautes françaises. Mais ça, c'est dans le livre. Oui, dans le livre. D'accord. Mais celui-là, il est à plus.
de documents qui ne sont pas dans le livre. Par exemple, nous avons, c'est toujours mon frère Peter qui m'a un peu emballé. Nous avons, ça c'est déjà après la guerre, hein, il était en Allemagne, il est retourné en Allemagne. Hein, et il a engagé des actions contre IG Farben. Oui. Vous avez attendu pour IG IG Farben. Alors, bon, moi, je me suis un peu engagé aussi ici en France. Et je crée un groupe. Et ce groupe-là était un peu mélangé avec des sionistes. Des sionistes qui se sont introduits. Je n'ai pas refusé. Parce que j'avais des difficultés pour étendre mon action avec des anciens déportés. Et même des déportés qui ont travaillé pour IG Farben. Alors, oui, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a apporté des documents importants qui étaient retrouvés après la guerre en RDA. En RDA. Ils ont trouvé des archives de IG Farben. Par exemple,